Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Les Insoumis sont en marche. Ça ferait un beau slogan, sauf qu'entre les Insoumis et En Marche, il y a deux mondes. Emmanuel Macron et sa majorité écrasante, Jean-Luc Mélenchon et une nouvelle forme d'opposition qui s'exprime à l'Assemblée ou dans la rue. C'est le paysage aujourd'hui, en début de quinquennat, marqué par des réformes annoncées, tous azimuts, le code du travail, les APL, à venir, les retraites, l'impôt sur la fortune, l'assurance chômage. Il va y avoir de quoi débattre et s'opposer. Jean-Luc Mélenchon, député et leader de la France Insoumise, est notre invité ce midi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici ce midi, doublement merci, parce que c'est très difficile de circuler dans Paris aujourd'hui, même le dimanche, il y a des bouchons. C'est tout à fait impossible de passer de l'un ou de l'autre côté. Si nos téléspectateurs me voient un peu transpirant, c'est que j'ai dû courir un bon kilomètre pour arriver à l'heure. Il était -2 que vous ne soyez pas là. On va d'abord parler de ce qui a fait la semaine, mais aussi qui nous concerne encore aujourd'hui. Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux Antilles, dévastés par l'ouragan Irma, et les dégâts sont immenses. Donc le vent et l'eau, tout est rentré dans la maison. C'était un fracas infernal. C'est plus Saint-Martin, voilà. C'est fini, c'est plus Saint-Martin. Tout a été pillé, la nourriture. Il y a des pillages et des scènes atroces ici. C'est horrible. Nous, les mamans avec des bébés, se faire évacuer rapidement pour sauver la vie de nos enfants. Le cyclone arrive ce soir. Allez vous protéger. Merci beaucoup. Amigo, c'est quelle sorte de cyclone? Dans ce cap, il passe sur nous. Ah non, c'est pas vrai. Rentrez chez vous, protégez-vous. Et alors, aux dernières nouvelles, Jean-Luc Mélenchon, José, l'autre ouragan, a plutôt épargné les Antilles, tant mieux. Quelle est pour vous, face à ça, la mesure qui doit être prise en urgence? Le gouvernement a dit on est hyper mobilisé. La mesure à prendre en urgence, c'est de bien réfléchir et de bien comprendre que le changement climatique est commencé. C'est-à-dire que des événements climatiques extrêmes vont se multiplier, et notamment sur tous les territoires insulaires français. Par conséquent, il faut réfléchir sérieusement à ce qui vient de nous arriver. Pas jeter des pierres. Il y a des gens qui sont en train de se dévouer. C'est une pagaille noire, on le sait, mais il y a des gens qui sont en train de se dévouer. Alors il faut faire un bilan. Moi, je proposerais, voyez-vous, que l'on fasse une commission d'enquête parlementaire pour savoir si on a prépositionné des forces militaires et civiles en nombre suffisant alors qu'on savait que l'ouragan a arrivé. Ensuite, lorsque l'ouragan se produit, quelles sont les mesures que l'on peut apprendre de l'expérience que les autres ont? Je pense en particulier à Cuba, qui a une très grande expérience, mais également à la Martinique et à la Guadeloupe, qui savent faire. Et puis, qu'on organise peut-être, qu'on voit quels sont les organismes de coopération dans les Caraïbes qui nous permettrait d'y faire face tous ensemble. Car C'est quoi, c'est l'Alliance caribéenne? Elle existe, l'Alliance caribéenne. Est-ce qu'elle aurait pu aider, là, pour le... Eh bien, je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait mettre des moyens en commun. Parce que, voyez-vous, monsieur Le Tellier, en ce moment, nous sommes une grande puissance. La France, on va s'engueuler entre nous pour ce qui n'a pas été fait. Mais finalement, on réparera tout. On ne construira pas comme avant, c'est sûr. Mais on va faire quelque chose. Mais il y a plein de petites îles dont personne ne va s'occuper et où des populations sont en détresse. Notre devoir d'humanité commande qu'on fasse face ensemble. Donc je me résume. Premièrement, une commission d'enquête parlementaire pour faire le bilan de toute cette affaire. Deuxièmement, installer des organismes pérennes pour faire face aux cyclones dans la région. Tout le monde s'accorde en tout cas pour dire que ces phénomènes extrêmes sont la conséquence du changement climatique. Emmanuel Macron, lui, se veut en pointe sur l'application de l'accord de Paris, de la COP21. Est-ce que vous lui faites confiance là-dessus? Tant mieux s'il se veut en pointe, mais disons qu'il ne l'est guère lorsqu'il accepte, par exemple, que l'accord de libre-échange avec le Canada, que l'on appelle CETA, en abrégé, dont la commission d'enquête française établit que cet accord va aggraver les conditions climatiques parce qu'elle va augmenter la quantité de gaz à effet de serre qui va être émis, et que le président Macron accepte que cet accord s'applique alors même qu'il n'a été voté par personne. Donc maintenant, l'époque politicienne des blablas est terminée. Parce que donc vous dites Emmanuel Macron, il ne faut pas signer le CETA. Il ne faut pas signer le CETA, mais surtout, il faut arrêter de tout utiliser pour sa propagande ou sa com. C'est un vrai problème qu'on a en face de nous. Le changement climatique, c'est un événement majeur dans l'histoire de la civilisation humaine. Donc maintenant, tout le monde est au pied du mur. Chacun pour soi ou tous ensemble. Chacun pour soi, le marché, le capitalisme, Monsieur Macron. Tous ensemble, la solidarité, la France insoumise. L'ouragan Irma a fait passer un certain temps au second rang d'autres événements, d'autres propos qui ont marqué la semaine. Et quelle semaine!
C'est ça ce qu'il faut faire à partir du 1er octobre. J'appelle publiquement tous les propriétaires à baisser de 5 € le loyer par mois. Si on veut accompagner les locataires, l'État n'a pas à payer tout. Combien nous avons de mètres carrés? 55. 55 mètres carrés. Mais c'est pas la taille qui fait l'ampleur du projet. François Hollande veut continuer à être utile comme un simple citoyen et avec des moyens modestes. Objectif, soutenir des initiatives en faveur de l'emploi. Muriel Pénicaud qui a travaillé avec vous, qui a fait partie de votre cabinet, ça ne vous rassure pas un peu? Ah, pas du tout, parce que c'était il y a 25 ans. Tout le monde peut changer. On me dit que je l'ai formée. Je la trouve très déformée en tout cas. Le 23 aussi, j'irai manifester. Donc, et le 12 et le 23, moi je veux l'unité. Interrogeons-nous. Qu'avons-nous fait, nous, de la démocratie? Et ces paroles, que non loin d'ici, Périclès prononça en l'honneur des guerriers morts au combat, écoutons-les résonner encore fortement. J'avais jamais vu ça. Une députée En Marche organise des visites payantes de l'Assemblée nationale. Pour 119 €, vous aurez droit, je cite, à un déjeuner sur Paris et une visite guidée du Palais Bourbon en présence de notre député. Une provocation assumée. À la toute fin de son déplacement en Grèce, Emmanuel Macron évoque la politique intérieure française. Aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes indiquées par les livres ou les procédures, on se cabre, on résiste. Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Jean-Luc Mélenchon, vous avez immédiatement réagi à ces propos sur Twitter, pour ceux qui se sentent stigmatisés, et vous avez appelé à manifester, du coup, encore plus, le 23 septembre. Finalement, ce que dit Emmanuel Macron, c'est tout bon pour vous, là? Non, parce que je ne réagis pas comme un militant politique face à un autre militant politique, M. Macron, mais je pense à mon pays. Je trouve que c'est une situation absolument inouïe que celle qui prévaut dorénavant. Le chef de l'État s'en prend aux Français régulièrement d'un pays à l'autre. Alors en Roumanie, il les a traités d'une chose, en Angleterre d'autre chose, en Autriche. Et puis alors là, cette fois-ci, on en est carrément rendu aux injures. Mais qui sont ces fainéants, ces extrémistes, qu'a-t-il dit encore, ces cyniques? Mais visiblement, vous vous êtes senti visé. Oh bah clairement, parce qu'il s'en prenait à tous ceux qui résistent. Vu votre réponse immédiate. Oui, il s'en prend à tous ceux qui résistent à sa politique. Mais je crois d'abord qu'on doit dire ça. Le président de la République française ne doit pas commenter la vie politique française depuis l'étranger. C'est une règle qu'on s'est toujours donnée. Alors, parce que vous imaginez que j'aille répondre en Grèce? Vous voyez le tableau? Non. Et puis, je note que le vocabulaire politique, longtemps, m'a reproché d'être brut de décoffrage, je disais moi-même, je parle cru et dru. Mais je n'ai jamais empilé les injures comme ils le font eux. Alors, cela dit, Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, vous répond ce matin. Il dit « La vraie violence, c'est Jean-Luc Mélenchon. Quand il parle de coup d'État, d'insurrection, ça peut être ça aussi. Lui, il considère que c'est de la violence. » Écoutez, tout le monde, les Français ne sont pas fous. C'est une métaphore que j'utilise. Lorsque je dis qu'il faut une insurrection citoyenne, eh bien, c'est une révolte des citoyens. Personne n'entend là-dedans de coup d'État. Je n'ai pas l'intention d'aller prendre l'Élysée à coups de bâton ou à coups de fusil. Mais lorsque le chef de l'État traite de fainéants les Français, après avoir traité certains d'alcooliques et de tabagistes, d'autres d'illettrés, enfin, tout ça a franchi. Et puis vos collègues ne sont pas en risque. Alors reste l'un d'entre eux qui me traite d'abruti, ainsi que les 19% de gens, 20% qui ont voté avec nous, l'autre qui me traite de gueulard, enfin, s'il vous plaît, du calme. Est-ce qu'on peut faire tout baisser d'un cran? Cela dit, Jean-Luc Mélenchon... Parce qu'au rythme où on va, ça va être Cela dur, dit, c'est vrai, notamment pour les journalistes. Parce que vous avez peut-être un point commun avec Emmanuel Macron. Parce que dans un livre, un personnage de roman, Philippe Besson a suivi la campagne d'Emmanuel Macron. Il dit à propos de certains éditorialistes politiques, franchement, il y en a qui sont à la déontologie, ce que Mère Teresa était au stup. Ils me donnent des leçons de morale alors qu'ils sont dans le copinage et le coquinage depuis des années. Ça, vous pourriez signer ça. J'en suis totalement d'accord. Parce que je vis encore... vous êtes d'accord là-dessus? Oui, mais il y a plein de points sur lesquels nous avons des choses en commun. Il a deux bras, moi violent, aussi, ça, deux yeux. Non, mais c'est violent. Non, c'est plutôt policé. Parce que pour nous qui avons à subir les trafics d'informations, c'est très violent. Moi, 2 dépêches de l'AFP qui faussent mes positions sur la Syrie, j'en ai eu pour 2 mois à m'en remettre. Quand, par exemple, récemment, plusieurs journalistes ont affirmé que je menaçais les journalistes, alors même que je les adjurais de baisser le ton, parce que je suis en danger, comme beaucoup d'hommes publics, parce que les fous, les détraqués, les gens un petit peu, perdus, retiennent les images.
Quand ils entendent dire à longueur d'émission que je suis un dictateur de quoi? Je n'ai aucune espèce de pouvoir. Eh bien, ils finissent par le croire. Donc, je demande à tout le monde, encore une fois, du calme, il faut faire baisser tout ça d'un cran. Et ça s'adresse à vous en premier. Vous avez fait votre autocritique là-dessus. Vous avez un exemple à me donner? Non, je sais pas. Parce que vous disiez, tout à l'heure, vous le disiez. Mais moi, je sais. J'ai parlé dur et cru. J'ai toujours dit franchement et crûment ce que je pensais. Mais on aura du mal à trouver des formules quelconques qui appellent à la violence à l'égard de 19% de Français, etc. Voyez-vous, même cet été, je me suis adressé aux électeurs de Mme Le Pen, j'ai dit les ballots et les lourdeaux. Bon, ça va, quoi, on ne va pas en faire une maladie. Et je leur ai dit, venez à la manifestation. Parce et que alors, ils ont répondu, c'est nous. Ils ont répondu, ils viendront à la manifestation? Je pense, j'espère, parce que l'autre, elle ne sert à rien. Donc autant bon, alors on va y revenir, parce que votre prochain grand rendez-vous, c'est la manifestation que vous organisez à Paris le 23 septembre. Nathalie Moret, journaliste politique au groupe EBRA, qui regroupe les quotidiens régionaux de l'Est de la France. C'est un groupe très puissant. Est avec nous ce midi, justement. Bonjour Nathalie, et vous rejoignez notre équipe d'éditorialistes. Bienvenue. Oui, merci. Bonjour madame. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. 1 million de lecteurs vous avez dans votre zone. Hébreu, c'est pas très connu. Allez, on va pas faire là-dessus parce qu'on va perdre du temps, je suis sûr que... Vous venez de dire à l'instant que vous disiez toujours ce que vous pensiez. Comment analysez-vous le fait que la CGT appelle à se mobiliser le 21 septembre, soit 2 jours avant la manifestation du 23 septembre? Est-ce que vous considérez que c'est un coup de couteau dans le dos? Non, du tout, c'est le contraire. Parce que je sais qu'il y a eu une sorte de feuilleton où on a dit les 2 mobilisations sont en concurrence. Bon, alors je sais bien qu'il faut faire vivre l'actualité. Cette semaine, vous disiez qu'il n'y avait pas de concurrence parce qu'il y avait 11 jours d'écart. 11 jours. Oui, mais pas seulement. Il y a 11 jours d'écart. Et puis, c'est une manifestation syndicale. Il y a la CGT, la FSU, Sud, l'UNEF. Bon, il y aura aussi, on a vu, des membres de plusieurs autres syndicats comme FO. Ce sont les salariés qui sont appelés à la lutte dans leurs entreprises et dans la rue. Voilà, nous manifestons un samedi, nous appelons toute la population, pas seulement les salariés, mais aussi les retraités qui vont subir la CSG, combien de personnes, Je vous ai compris, laissez-moi juste le temps de formuler une pensée en plus de 140 signes. Voilà, non, mais plus il y a de mobilisation sociale et salariale, plus le niveau de conscience de la situation augmente. Et donc, plus il y aura de gens qui viendront le 23. Combien, disait donc, moi, je me réjouis de ces dates de combat parce qu'elles nourrissent un courant commun. Mais quand la CGT estime qu'ils sont en capacité de réunir 200 000 personnes le 12 septembre, vous, quel est votre objectif? Voulez-vous être davantage que 200 000 personnes? Non, moi j'annonce rien, je verrai bien. Ce que j'ai demandé, mais vous savez, je suis un réaliste, hein. Je dis aux gens, écoutez, il faut vous défendre. Si vous acceptez qu'on renverse l'ordre social dans le pays, parce que c'est ça qui est en train de se passer, il n'y a plus de loi, il n'y a plus que l'accord d'entreprise. C'est très grave pour la vie quotidienne des gens. Si vous vous mobilisez comme l'ont fait vos pères, vos mères, vos grands-mères et vos grands-pères, vous pouvez inverser la situation. Je verrai bien qui vient. Mais pas d'objectif. Moi, je pense qu'il y aura des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de gens. Alors dizaines, ça fait quoi? Ça fait des centaines de milliers, du coup. Je l'espère, mais je ne peux pas l'annoncer parce qu'après, vous connais. Taquin comme vous êtes, vous irez les compter un par un pour dire non, il y en a un moins. Vous pouvez compter sur nous. En tout cas, une chose est sûre, la marche est haute, c'est clair. Vous n'avez pas une photo où la bouche fermée, ça n'existe pas? Si, c'était dans le teasing. Ah bon? La marche est haute. Alors c'est moi qui prépare ça, je me mets dans ma cuisine et puis je fais de la cuisine, je suis contente de faire de la cuisine, ça me fait plaisir. C'est pour qui? Pour les gens. On fait ce qu'on appelle le massage insoumis, c'est-à-dire que soit vous prenez l'apéro, soit vous avez droit à un massage relaxant, voilà. Ça permet effectivement d'avoir une meilleure écoute et puis voilà. Faire du bien aux gens, c'est bien aussi. La bienveillance, c'est pas seulement que d'un seul côté. Que je suis à la fois socialiste mais aussi très insoumise. Maintenant, voilà, le Parti socialiste c'est un parti, la France insoumise c'est un mouvement. Chaque chose a son avantage et son inconvénient. Seulement aux insoumis, il me manquerait quelque chose de plus, voyez, de plus structuré, plus organisé. Mélenchon, c'est le bon leader pour la gauche que vous aimez? C'est pas le plus mauvais. Si vous m'en trouvez un autre, vous me le présentez. D'accord? Hamon le rejoint. Donc je pense que c'est pas si mal parti. Maintenant, il faut que la gauche se rassemble. Autour de? Pour le moment, Mélenchon. Ouais. Bonjour tout le monde. Vous voyez qu'on est tous bien nombreux là sur la tribune. Pardon mes amis et camarades, hein, j'ai monopolisé. C'est bon? À bientôt. Est-ce que c'est un bon patron? Ce n'est pas un patron, c'est un stratège, un visionnaire. À part il est le meilleur, il est le plus fort. Il est le plus beau, le plus grand.
Il y a un côté poète dans le mélenchonisme en politique. Il y a un homme qui aime les mots, qui aime les formules. L'existence même de ce groupe est une victoire. Et puis c'est un beau groupe. Et je crois que Jean-Luc, ce qu'il a marqué, c'est la qualité de nos députés les plus jeunes qui se sont fait remarquer. Vous n'aurez pas notre blanc-seing pour pouvoir jouer les apprentis sorciers avec le code du travail. 5 €, c'est une somme. J'ai fait les courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Mais ce groupe des Insoumis, comment ça marche? François Ruffin, c'est un insoumis un petit peu à part, non? Chacun d'entre eux l'est, hein, vous savez. Mais lui, plus particulièrement, non? On a l'impression qu'il veut prendre Non, des ils ont distances. chacun une personnalité. Moi, mon travail a été, dès le début, de les faire bénéficier de mon expérience, parce que ça n'a pas traîné. Hein. On était élus, pof. Et François Ruffin, il vous écoute? C'est surtout moi qui les écoute, parce que le rôle du président, c'est pas de maintenir la baguette, c'est de faire en sorte que tous les talents s'expriment. Moi, j'ai plus rien à prouver. Alors, Nathalie. Donc, on a décidé au début, on a dit, il n'y aura pas entre nous les querelles de personnes qu'il y a dans tous les autres groupes. Donc, nous, on va chasser en meute. Et je crois qu'on y est arrivé. Nathalie. Est-ce que justement le mouvement de la France insoumise va être appelé à évoluer dans les prochains mois et, comme le disait une de vos militantes dans le sujet, devenir un parti politique pour pouvoir, par exemple, préparer les futures échéances électorales? Non, en aucun cas. Nous ne serons pas un parti politique. Nous essayons de faire quelque chose d'absolument neuf. Je m'empresse de dire que je ne dénonce pas les partis. Ils ont leur dignité, leur légitimité et leurs valeurs constitutionnelles. Mais un mouvement, c'est autre chose. C'est un label commun qui fédère les gens par l'action. Ce qui nous réunit, c'est ce que nous faisons. Pas les textes qu'on vote, les virgules sur lesquelles on s'engueule pendant des heures, le bureau politique dont le numéro 12 est en querelle avec le numéro 11. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut être mouvement. au Parti socialiste, comme la dame dans le reportage, et être à la France insoumise. On va tous changer notre culture. Moi, j'ai changé la mienne. On peut être au PS peut être au PS et à la France insoumise. Ah les gens font comme ils veulent. Hein. Le tout, c'est qu'on travaille tous ensemble. C'est ça qui compte. Moi, je ne m'occupe pas de savoir ce que font. Je ne veux pas reproduire les mécanismes internes des partis. Donc les gens, du moment qu'ils luttent, qu'ils sont dans l'action, attendez, je vais vous dire une chose importante. Pas seulement l'action politique au sens traditionnel. Je demande à mes amis d'être en première ligne dans les formes d'auto-organisation populaire. Parce que là où l'État s'effondre, il faut qu'on soit là. Regardez, hier, il y a une môme qui s'est fait à moitié manger la figure par des rats parce qu'elle vit à côté d'un tas de poubelles à Roubaix. Eh bien, moi, je dis à mes amis, d'accord, on va faire des dénonciations et des pétitions, il faut le faire. Mais vous autres, vous irez ce jour-là ramasser les poubelles. Changez la vie par vous-même. Ouais, parce que si nous attendons, nous serons abandonnés. Sauf que vous avez eu 7 millions de voix quand même en avril dernier. On pensait que vous pouviez avoir l'ambition d'avoir le premier parti de France. Ce n'est pas le cas. C'est le cas. Nous sommes le premier mouvement politique de France. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Puisque 7 millions d'électeurs ont réglé le problème du leadership, en quelque sorte. Nous n'avons pas besoin de nous disputer pour savoir qui est le président. C'est réglé. On n'a pas besoin de se disputer pour le programme. On a 40 livrets, et là, nous allons avoir 40 livrets thématiques, vous voyez, de programmes. Nous allons avoir notre convention nationale, va se tenir fin novembre. Fin novembre, nous aurons tout réorganisé et nous passerons à l'étape suivante. Justement, donc vous voyez, ça ne fait pas de... Vous apparaissez aujourd'hui comme le premier opposant à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous manque pour devenir son premier concurrent? C'est fait. S'il y avait une élection aujourd'hui, peut-être que j'aurais une sérieuse chance de la gagner, puisque je suis prêt. Le programme est là, les équipes sont là, le mouvement politique est là. Vous voyez la différence quand vous êtes dans l'Assemblée. Je ne veux pas dire du mal de mes collègues de La République En Marche, mais on voit bien que les 17 de la France insoumise, même quand ils sont très jeunes, comme c'est le cas de Adrien Quatennens ou Hugo Bernalicis ou Mathilde Panot, qui ont 27 et 28 ans, même quand ils sont très jeunes, sont des gens qui ont un engagement profond, ils savent faire. Mais vous êtes quand même assez seul, parce que vous serez la semaine prochaine à l'île de la Réunion, hein, donc vous ne serez pas à la fête de l'UMA, mais on voit que, y compris dans l'hémicycle, ça ne se passe pas toujours très bien avec vos collègues communistes. Est-ce qu'on peut dire pas du tout, madame. Permettez-moi de vous arrêter. Ça se passe très bien avec mes collègues communistes. Au début, ils ont décidé de faire un groupe séparé. Bien, nous, on voulait en faire qu'un seul, mais très bien. Il y a 2 groupes. Nous avons voté quasiment tout ensemble. Souvent, nous appuyons les uns les autres aux amendements. Il y a quand même 2 groupes. Mais est-ce que ça veut dire que vous, qui n'aurez pas de candidat aux élections sénatoriales dans 2 semaines, alors qu'eux en ont, est-ce que vous, clairement, aujourd'hui, vous appelez, par exemple, vos grands électeurs, puisque désormais vous en avez, à voter pour les candidats communistes? Non, ils feront comme ils le sentent. Parce que souvent, il est impossible de voter pour les communistes. On est obligé de voter en même temps pour un socialiste, ce que nous ne voulons pas faire. Mais ça, mes amis sauront quoi faire. Mais entendez-moi bien, pourquoi on ne va pas aux élections sénatoriales? Pas parce qu'on est contre le Sénat. On est, bien sûr, j'ai été sénateur, mais ce n'est pas le sujet. On est dans toutes les institutions
où il y a des élus. Mais là, pour pouvoir avoir un élu, ce n'est pas un suffrage universel direct. Il faudrait faire des accords et de la tambouille avec le Parti socialiste, les Verts et que sais-je encore. Nous ne voulons pas. Donc, eh ben, ceux qui peuvent, ils y vont, ils se débrouillent. Apparemment, ils n'ont pas besoin de nous, puisque personne ne nous a proposé quoi que ce soit. Donc, vous voyez, la ligne restera pas de tambouille, indépendance, autonomie. Mais ça se passe bien. La preuve, M. Hamon a décidé d'appeler à la marche du 23. Donc, tout va bien. Dernière question. Vous critiquez la mauvaise rentrée d'Emmanuel Macron. Vous en avez fait des tracts. Y a-t-il, en ce début de quinquennat, une mesure qui trouve grâce à vos yeux? Honnêtement, je ne me suis pas posé la question. Ça n'est pas mon rôle. Il y a 311 députés La République En Marche pour acclamer en cadence le chef de l'État. Donc, il n'y a pas besoin d'un de plus. Moi, mon rôle d'opposant, c'est de montrer la cohérence qu'il y a entre l'incurie et le désordre qui gagnent dans le pays. Le libéralisme, alors surtout quand il se conjugue au cyclone, c'est dévastateur. Donc aujourd'hui, vous avez 150 000 emplois aidés supprimés, même si on n'idéalise pas les emplois aidés, parce que quand même, ce n'était pas non plus le paradis cette affaire. Mais c'est le plus grand plan de licenciement de l'histoire de France. 150 000 personnes. Ça veut dire que vous avez des dizaines d'associations, d'écoles, où ça ne peut plus fonctionner normalement. Donc voilà, mon devoir, c'est de dire tout ça a une raison, c'est pas une erreur. Pas de voir ce qui va bien, c'est la ligne libérale et européenne de M. Macron. Merci Nathalie. Et à propos de rentrée, je vais embrayer sur vous, c'est Marine Le Pen qui faisait sa rentrée hier et elle s'est attaquée à Emmanuel Macron et à vous. Les Insoumis ne sont pas une opposition. C'est un groupe d'agités. L'extrême gauche, dominé par les islamo-trotskistes de la France insoumise. Un salmigondi de contestataires qui puisent leur inspiration dans les pires dictatures cubaines hier et maintenant vénézuéliennes. Voilà. Alors, quand vous avez entendu ça, qu'est-ce que vous avez pensé? Ça m'a fait éclater de rire. Écoutez, c'est trop drôle. Le reste, on connaît, elle fait le même discours depuis 2 ans, vous la prenez à l'endroit, à l'envers, le texte est le même. Donc elle aurait pu raconter ça il y a 6 mois. Elle n'a aucune perspective. Elle a servi de passe-plat à M. Macron, parce que ça a été préparé pendant des mois de le dire, elle va être la première. Oui, mais elle s'en défend. Elle s'en défend. Oui, mais elle a le droit. C'est à moi que vous posez la question. Oui, non, mais j'explique quand même. Je vous donne mon avis. J'explique. Oui, vous expliquez, d'accord. Mais bon, là, c'est le passe-plat de service. Alors je pense que toute une sorte de gens vont dire à Mélenchon, on n'en peut plus, donc on va mettre un petit peu de Le Pen sur... Bon, voilà, après, c'est une bordée d'injures. Franchement, nous, ça nous a tous fait rire. On dirait le capitaine Haddock, vous savez, là, quand il crie Bachibouzouk, tout ça, alors voilà, c'est Madame Le Pen. Tout ça ne mène nulle part, sinon qu'à finir de l'épuiser. Non, je dis aux gens de réfléchir sérieusement. À ceux qui votaient pour elle ou qui la suivaient parce qu'ils pensaient que c'était aller contre le système, je leur dis, écoutez, vous avez perdu votre temps. Si vous êtes très fâchés, devenez pas fachos. Venez avec moi et réfléchissez à ce que moi je propose. Je vous propose de vous comporter comme des êtres humains, solidaires des autres êtres humains, avec une politique qui ferait de la France la grande nation qui marche devant. Nouveau pouvoir, nouveau régime. Le témoin de la semaine, on va l'entendre, c'est un restaurateur de Saint-Jean-de-Luz. Pour lui, la fin du RSI qui a été annoncée cette semaine par le Premier ministre est une bonne chose. Aujourd'hui, le gros défaut du RSI, c'est qu'on cotise très peu pour la retraite. On n'a pas du tout la même protection sociale qu'un employé. Et donc, en fait, c'est surtout pour ça qu'on râle. Parce que bon, derrière, il y a le côté finance, mais il y a le côté protection aussi. Je crois que si on revient à un régime à peu près normal, on payera peut-être un peu plus, mais au moins on aura une protection digne de ce nom. Ce qui veut dire une vraie retraite, comme tout le monde, et puis une protection qui va avec, parce qu'aujourd'hui, on n'a rien du tout, quoi. Moi, personnellement, je suis jeune papa depuis 4 mois. J'ai eu 0 jour de congé paternité et j'ai le droit à juste... il faut que je fasse une lettre au RSI et on m'accorde une enveloppe de 500 € de remise sur mon prochain trimestre à payer. Personnellement, je trouve que c'est une blague. Bon, il garde le sourire. La fin du RSI, c'est une bonne idée? Eh bien, c'est une d'autant plus bonne idée qu'elle était dans mon programme présidentiel. Donc voilà, Emmanuel Macron a fait quelque chose de bien, là. Ah, ça y est, vous avez trouvé un... Non, mais franchement, le Tellier, écoutez-moi, pour les gens qui nous écoutent, quel intérêt ça peut avoir de vouloir à tout prix mélanger tout le monde? C'est bien, c'est bien. Non, moi, je suis l'opposant. C'est une bonne idée. Ah, mais attendez, c'est une bonne idée, c'était dans mon programme. Pourquoi je vais dire maintenant le contraire? Alors, attendez, non, mais... Parce qu'il y a une question derrière. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pourquoi a-t-on inventé une bêtise comme le RSI? Pourquoi les grands patrons refusent de cotiser à l'assurance sociale des petits patrons? Ça, c'est le sujet. Et maintenant, quand on va les rapatrier tous dans la sécurité sociale générale, c'est la victoire, écoutez-moi, c'est la victoire de ceux qui ont créé la sécurité sociale. Parce qu'au début, on voulait que tout le monde y soit. Mais certaines corporations n'ont pas voulu y être, parce que c'était les rouges qui l'avaient organisé. D'accord, mais il va y avoir un problème. Parce que s'il y a
cette assurance chômage universelle, par exemple, que veut faire Emmanuel Macron, Oui. c'est qui va payer? Bien sûr. Mais qui va payer? Eh ben, Qui doit forcément, tout le monde. Par conséquent, le grand patronat. Parce que, encore une fois, monsieur Le Tellier, avant de vous demander si je dis la même chose que monsieur Macron ou Macron que moi, si on a deux yeux tous les deux, étudions le fond des problèmes. Le système d'assurance sociale des petits patrons est parti dans le mur parce que les grands patrons ont décidé de ne plus cotiser à ce système. Sinon, ils ont largement de quoi se payer une assurance sociale entre eux. Vous savez quel est le niveau des dividendes redistribués chaque année? C'est le record d'Europe. Donc, ils peuvent se le payer. Les grands patrons se sont débarrassés des petits patrons et les petits patrons se sont tournés vers qui? Les salariés, la classe ouvrière. Donc, c'est comme ça qu'on financera l'assurance chômage, par exemple, des indépendants. Il va falloir remonter le niveau des cotisations et comme je ne souhaite pas qu'on étrangle les petits patrons et les petits restaurateurs, les petits artisans, je souhaite que ce soit le grand patronat qui voit sa taxe augmenter. Parmi les autres réformes, toujours à propos de couverture sociale et autres, la réforme des retraites des cheminots. Puisque le président de la République a dit « moi je veux revoir ça oui, oui. ». Il veut ouvrir ce chantier. Est-ce que vous défendez les cheminots? Évidemment. Est-ce que c'est défendable, par exemple, de dire à quelqu'un qui part à la retraite à 67 ans, votre collègue vous qui part à fatiguez pas 52 Le Tellier, c'est tous les ans que ça recommence. À chaque nouveau président de droite ou social-libéral, il s'en prend aux cheminots. Arrêtez d'être fascinés par l'instant. Pourquoi font-ils tout ça? Parce qu'au niveau européen, on a décidé de privatiser et libéraliser le rail. Donc toutes les mesures qui vont avec doivent être prises, notamment supprimer les statuts spéciaux des cheminots. Mais les statuts spéciaux des cheminots, ils sont le résultat de luttes qui ont duré pendant un siècle. Et ils sont encore défendables aujourd'hui. Mais bien sûr, mais pourquoi voulez-vous toujours le pire pour les gens? Quand quelqu'un a un petit quelque chose de bien, on lui dit « Ah ben ton voisin l'a pas, donc on te l'enlève ». Non, donnons au voisin la même chose. Regardez, sur l'affaire des emplois détachés, c'est là que M. Macron ferait bien d'arrêter sa comédie au niveau européen. Il veut réduire la durée d'un emploi détaché. Et les gens regardent ça et on me dit « Ah ben vous voyez, il est en train de lutter ». Non, pendant ce temps-là, les cotisations sociales continueront à être payées dans le pays d'origine. Pardon, monsieur Le Tellier, c'est gravissime. Il y a 300 000 personnes dans ce pays qui ne payent pas les cotisations sociales qu'ils devraient payer. La fraude à l'URSSAF. 10% des Français, non, c'est pas de la fraude à l'URSSAF. C'est de la fraude européenne, organisée par l'Europe, voulue par l'Europe et approuvée par M. Macron. On va terminer sur l'instantané. Vous savez, c'est l'image qu'on demande à chacun de nos invités. Vous nous avez envoyé une photo et vous nous dites ce que c'est. Regardez bien, les gens. C'est un tas de pierres. Mais ce tas de pierres date du 5e siècle avant notre ère, c'est-à-dire au moment où la philosophie a éclaté en Grèce. Ce tas de pierres, comme on dit, il est à Marseille. C'est une carrière où l'on faisait des colonnes, des sarcophages. Ça s'appelait la carrière de la Corderie. Et il y a en ce moment une polémique pour la protéger d'une construction qu'on veut faire dessus. Voilà, c'est un très grand groupe qui veut faire la construction, donc il a des moyens puissants. Et moi j'espère qu'elle n'ait pas lieu et que le site, une partie a été classée, mais il faut classer tout le site, puisse être rendu accessible aux Marseillais qui ont la chance d'avoir une ville qui a 2600 ans. Monsieur Le Tellier, 2600 ans. Merci, vous et moi, Jean-Luc Mélenchon, parce que nous on est dans. J'espère qu'on nous protégera. Peut-être. Pour l'instant, on ne sera peut-être pas monument historique. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Vous avez une chance d'être un monument historique. On ne sait jamais.